Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver en quelque sorte. Enfin bon, c'est à distance, c'est en différé, donc c'est un peu moins bien. Mais en tout cas, je réalise aujourd'hui un fantasme qui est celui de vous faire court sans masque pour la première fois de l'année, et ça fait quand même tout bizarre. Je suis désolé pour les problèmes techniques de ce matin, tout d'abord, et puis je ferai en sorte que ça se reproduise plus pour les jours d'année où les cours sont prévus. Et je vous ai envoyé par ailleurs hier un très long mail d'organisation et puis donnant des documents pour les mathématiques, pour l'informatique. Je ne vais pas reprendre tout ce long message, mais il y a malgré tout trois points que je voulais évoquer très rapidement avant de commencer le cours. Ces trois points concernent tout d'abord le cours. Je vous ai envoyé un PDF qui est l'essentiel du chapitre 20 sur les probas, mais alors c'est un essentiel qui a une forme un peu différente des précédents, c'est-à-dire que cette fois-ci, comme tout le monde est à distance, je ne pouvais pas ne pas y inclure du tout de démonstration, de preuve des résultats. C'est un résumé de cours, bien entendu, mais qui se rapproche plus de ce que vous auriez copié en classe. Alors pour répondre à une question qui m'est souvent posée, si vous voulez avoir une trace écrite sur votre cahier du cours que l'on va faire, tant qu'on est à distance, vous avez deux moyens. Le premier, c'est vous imprimer le cours que je vous envoie et vous le collez dans votre cahier. Le deuxième, c'est le cours que je vous envoie, vous le recopiez, puisque essentiellement, ce que je vous ai envoyé comme document, encore une fois, c'est ce que l'on aurait écrit si l'on avait été en classe. Ça, c'était pour les cours. Ensuite, pour les cours, ce que je vais faire, c'est que je vais pas réécrire sur le tableau, parce que vous voyez que c'est un peu avec les moyens du bord quand même, tout ce qu'il y a dans le PDF, mais je reprendrai les points essentiels, les grandes lignes que je vais développer ici. Je ferai les preuves, peut-être pas tous les résultats, mais de ceux qui sont les plus importants. On va en voir un aujourd'hui, notamment. Et puis, dès que donc le cours en vidéo sera un support pour comprendre le PDF. Et dès qu'il y a quelque chose dans le PDF que vous ne comprenez pas ou si les explications données dans la vidéo ne vous suffisent pas, surtout vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un message, idéalement sur le salon de discussion de Discord, comme ça tout le monde peut en profiter. Et puis moi je fais le nécessaire pour vous réexpliquer ça. Donc soit en vous expliquant par texte ce que vous n'avez pas compris, soit mieux encore en vous refaisant une petite vidéo sur le point de cours, la preuve que vous n'avez pas comprise. Donc voilà pour ce qui est du cours. Je vais essayer d'être relativement concis dans les explications pour pas faire exploser le temps de cette vidéo. Ensuite, le deuxième point que je voulais évoquer concerne les cols. Voilà, je vous ai expliqué qu'on ne peut pas les maintenir pour un tas de raisons que je ne vais pas évoquer ici, donc encore une fois pour gagner du temps. Mais par contre, je vous enverrai quand même les programmes de colle et les questions de cours correspondantes, c'est-à-dire les programmes de colle qui sont les colles que vous auriez dû passer en temps normal et les questions de cours correspondantes. Et je vous encourage à travailler les questions de cours parce que ce sont les démonstrations, celles que je mets dans le programme de colle, qu'il faut vraiment avoir comprises. Vous savez qu'en maths, cette année, finalement, vous êtes conduit à faire deux types de trucs, apprendre des formules et savoir les appliquer en exercice, ça ressemble pas mal à ce que vous faisiez dans le secondaire, mais aussi progresser théoriquement, comprendre les résultats que vous utilisez, savoir en faire les démonstrations pour pouvoir vous attaquer à des sujets qui sont un peu plus généralistes et où on vous demande de prendre des initiatives. Donc, si vous voulez avoir un guide pour ceci, travaillez sur les questions de cours que je vous enverrai. Alors là, je vous ai envoyé hier les questions de cours qui étaient relatives au chapitre sur les polynômes qu'on a terminé la semaine dernière avec notre groupe. Je vous enverrai d'ici la fin de cette semaine. Alors je vais pas vous dire cet après-midi ou demain parce que pour l'instant c'est un peu la panique comme vous l'avez constaté. Mais en tout cas, je vous enverrai très vite les questions de cours et le programme de colle relatif au chapitre sur les probas de manière à ce que là aussi vous voyez quelles sont les preuves qui sont importantes et sur lesquelles il faut avoir travaillé. Dernier point que je voulais évoquer avec vous, j'ai parlé d'une interro écrite, enfin d'un test que je vais faire vendredi. La motivation et que je ferai aussi donc le vendredi de la semaine de la rentrée virtuelle, celle du lundi 26 avril. Donc je vous ferai des tests sur les vendredis de ces deux semaines. Et ces tests, essentiellement, ce sera des sujets calibrés pour durer une petite heure, disons, souvent moins, si vous avez bien pigé le cours, et pour lesquels je vous laisserai 1 heure et demie, tout compris, comme ça vous laisse le temps de travailler sereinement, d'une part, et puis d'autre part, ça vous laisse le temps de faire le nécessaire pour pouvoir
numériser votre copie et me l'envoyer. Alors les réponses que vous m'envoyez, comme je l'ai mis dans le message d'hier, c'est sur ma boîte mail exclusivement, d'accord? Pas ailleurs, je ne veux pas avoir à chercher des documents partout. Donc c'est sur ma boîte mail exclusivement. Et comme je l'ai expliqué hier, par contre, pour la forme, c'est pas grave si vous n'arrivez pas à faire un PDF. Je préfère que vous m'envoyiez des photos plutôt que vous m'envoyiez un PDF de 15 mégas qui va peut-être pas passer dans la boîte, etc., etc. Du moment que sur chacune de vos copies, il y a votre nom, votre prénom et le numéro de la page. D'accord. Ensuite, donc l'interro que je vous ferai vendredi, ça portera sur 2 thèmes, les développements limités, les polynômes. Je vous ai envoyé à titre d'exemple un sujet que j'avais fait l'an dernier. Le sujet que j'avais fait l'an dernier, c'était un sujet qui était exclusivement du QCM. Dans le sujet que je vous poserai vendredi, il y aura quelques questions de QCM, je sais pas, 5 ou 6, un truc comme ça. Et puis sans doute 2 petits exercices, le premier portant sur le développement limité, le deuxième portant sur les polynômes, style trouver la décomposition en polynôme irréductible de x4-1 par exemple, vous voyez, un truc comme ça. Bon. Pour que vous ayez une idée du sujet que vous allez avoir. À propos de ces interros, encore deux points de détail sur ces interros. Premièrement, elles sont pas obligatoires dans le sens où je ne sais pas si je pourrais compter la note, ou plutôt compter la note sur un travail à distance que je peux pas contrôler, ou je peux pas vous surveiller en clair, bof, pas trop. En fait, par contre, je noterai ça clairement, je vous le renverrai très vite, c'est promis. Et pour vous, c'est un moyen de vous évaluer. Donc, c'est pas obligatoire, mais je vous le recommande fortement. Bon, et si c'est votre prof de maths en NPSI qui vous le dit, il vaut mieux le faire. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, ne vous mettez pas une pression excessive sur ces devoirs, sur ces tests. Le but, c'est de vous évaluer, de voir où vous en êtes, de voir si vous avez compris. Le but, c'est de voir si moi, pour moi, c'est de voir si vous avez compris et puis s'il y a des choses sur lesquelles il faut revenir. Donc c'est vraiment, on est vraiment dans l'évaluation de ce que vous êtes capable de faire à l'instant T et comment on peut faire pour améliorer ça si ça a besoin d'être amélioré. Puis si ça n'a pas besoin d'être amélioré, tant mieux, tout le monde est content, on a gagné. Pour vous, ça présente, je pense, un avantage, c'est de vous faire des objectifs à court terme. C'est-à-dire que chaque semaine de distanciel à 100%, et puis on espère qu'il va y en avoir que 2, la présente et celle de la rentrée des vacances de Pâques, entre guillemets. Sur ces semaines-là, au moins vous aurez un petit objectif qui sera le vendredi, voilà, il y aura un test de maths, et puis il faut avoir bossé et compris son cours pour ces évaluations. Voilà. Bon, allez, maintenant, sans transition. Alors, donc, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions sur quoi que ce soit, n'hésitez pas à les poser concernant l'organisation. Et puis, idéalement, sauf si c'est des questions très personnelles, posez-les sur le salon de discussion de Discord. Comme ça, tout le monde profite des réponses. Et puis moi, comme ça, je réponds une fois pour toutes aux questions que vous posez peut-être chacun. Donc on va commencer le nouveau chapitre. Alors comme je vous ai dit, cette semaine, on va faire le chapitre de Proba. J'espère qu'on l'aura terminé d'ici la fin de la semaine. Ce chapitre de Proba est le chapitre 20. Et en fait, il commence par tout un tas de notions, qui sont des notions que vous avez déjà dû voir sans doute en seconde, première, terminale. Et donc dans le PDF que je vous ai envoyé ce matin, ce qu'on va essayer d'expliquer dans le cours d'aujourd'hui, c'est ce qui correspond aux pages 2 à 7. Et ça commence par tout un tas de vocabulaire. Alors, le début des probabilités, en fait, c'est un peu rébarbatif, c'est un peu rasoir, c'est un peu idiot comme exercice, parce que c'est un exercice qui est juste un exercice de terminologie. Il y a tout un tas de vocabulaire spécifique aux probabilités qu'il faut connaître parce que dans un énoncé, si on vous parle d'événements indépendants et que vous ne savez pas ce que ça signifie, vous êtes quand même assez mal parti pour pouvoir traiter l'exercice en question. Donc, sans transition, rentrons dans le vif du sujet. Au début, on vous explique que ce que l'on considère en probabilité, c'est ce qu'on appelle une expérience aléatoire. Alors une expérience aléatoire, très vite, et puis c'est pas tout à fait correct comme définition, mais on va s'en contenter, c'est une expérience dont vous ne pouvez pas prévoir le résultat à l'avance, et comme exemple d'expérience aléatoire qui va nous servir de fil rouge pour présenter les premières notions relatives au proba. Je vous propose de considérer l'exemple d'un lancer de dés à 6 passes bien équilibré. Ça, c'est une expérience aléatoire, parce que quand vous lancez le dé, évidemment, vous ne savez pas sur quelle face ça va tomber. Ce qu'on appelle une issue ou un résultat ou une éventualité,
c'est un résultat produit par votre expérience aléatoire. Donc quand vous lancez un dé à 6 faces, numéroté de 1 à 6, une issue, c'est le résultat 1 ou le résultat 2, et ainsi de suite. Ce qu'on appelle univers de l'expérience aléatoire, et ce que l'on note oméga traditionnellement, c'est l'ensemble des issues, l'ensemble des éventualités, l'ensemble des résultats possibles, pour finir ce dictionnaire des synonymes, de votre expérience aléatoire. Donc quand vous lancez un dé, évidemment, l'univers associé à cette expérience aléatoire du lancer de dé, c'est l'ensemble dans lequel vous avez donc tous les entiers de 1 à 6. Ce que l'on appelle un événement, c'est une partie de l'univers, c'est-à-dire c'est une partie de l'ensemble des résultats possibles, une partie de l'ensemble des issues. Alors, dans le cadre de l'expérience aléatoire, un événement, ça peut être obtenir un résultat pair lorsque vous lancez votre dé, et ça correspond à la partie qui est la partie 2, 4, 6, c'est bien une partie de l'univers, c'est bien un sous-ensemble de oméga. Ça peut être obtenir un résultat au moins égal à 4, supérieur ou égal à 4, c'est la partie 4, 5, 6. Il y a des événements particuliers à l'intérieur de votre expérience aléatoire, à l'intérieur de votre univers. Il y a, comme partie de oméga, vous avez toujours deux parties dans un ensemble, deux parties remarquables. Vous avez oméga lui-même, oméga est une partie de oméga, et oméga porte un nom, il s'appelle l'événement certain. Comme autre partie, à l'opposé, vous avez l'ensemble vide, et lui, c'est l'événement qui est appelé l'événement impossible. Donc ça fait beaucoup de termes de vocabulaire déjà, mais enfin bon, voilà, sachez qu'il y a tout cela. Deux événements sont dits incompatibles ou disjoints lorsque ils ne peuvent pas se produire simultanément, ce qui se traduit de la manière suivante. Donc on considère deux événements, A et B, ce sont donc deux parties de l'univers, donc deux éléments de P ronde de oméga. Vous vous souvenez, ce qu'on a noté P ronde de oméga, ça désigne l'ensemble des parties de oméga. Donc dans le langage des probabilités, ça désignera l'ensemble des événements associés à votre expérience aléatoire. Eh bien, deux tels événements sont disjoints ou incompatibles lorsque leur intersection est réduite à l'ensemble vide, c'est-à-dire lorsqu'ils sont, comme sur la situation, sur le magnifique dessin, vous avez vu, hein, j'ai bien progressé en dessin, ils sont comme sur la situation du dessin, c'est-à-dire voilà, leur intersection est réduite à rien du tout. Voilà pour tous ces termes de vocabulaire. Alors, a priori, tout cela, vous deviez les connaître. Faites attention, alors je préfère anticiper, il y a deux notions qui se ressemblent beaucoup, deux mots qui se ressemblent beaucoup en probabilité. Il y a la notion d'événement incompatible et la notion d'événement indépendant. Alors faites attention, c'est pas du tout la même chose. Les événements indépendants, on l'évoquera dans le cours de demain, au moment où on parlera des probabilités conditionnelles. En attendant, ici, on a juste défini la notion d'événement incompatible ou disjoint, c'est-à-dire des événements qui ne peuvent pas se produire simultanément. Donc voilà pour ces premiers termes de vocabulaire. Il y en a un dernier que vous connaissiez peut-être pas, celui-là, sans doute pas, par expérience, je sais que c'est moins connu, c'est celui de système complet d'événements, ce que l'on abrégera par la suite en SCE. Et ce que l'on appelle un système complet d'événements, en fait, c'est une famille d'événements, donc une famille d'événements, c'est-à-dire une famille de parties de oméga, ça ira mieux avec un oméga ici. Donc c'est une famille d'événements, A1, AN, qui vérifie deux conditions. La première, c'est qu'ils sont deux à deux disjoints. AI interagit, c'est l'ensemble vide. Si I est distinct de J, désolé, j'ai pas mis de quantificateur ici parce que je manquais de place sur le tableau, mais ils sont présents dans le PDF par contre. Donc ils sont deux à deux disjoints, ça c'est la première condition. Et la deuxième condition, c'est que leur réunion, donc ce que j'ai noté ici, l'union pour I allant de 1 à N des AI, c'est oméga tout entier, c'est-à-dire qu'il recouvre tout l'univers. Dire que l'on a un système complet d'événements, c'est dire qu'on est dans la situation du dessin qui est ici. Vous avez votre univers, oméga, et cet univers, oméga, finalement, il est partagé. À l'intérieur, vous avez des parties, A1, A2, A3, et ainsi de suite, AN, et qui vérifie toutes ces parties-là, donc les conditions de l'énoncé. Premièrement, quand vous en prenez deux à deux, elles sont disjointes, leur intersection est réduite à l'ensemble vide. Et deuxièmement, elles recouvrent l'univers tout entier, c'est-à-dire que oméga, c'est la réunion de A1, A2, A3, AN. Donc voilà pour cette notion de système complet d'événements, et en fait cette notion de système complet d'événements joue un rôle dans la propriété clé que l'on verra donc à la fin du cours d'aujourd'hui, qui est la formule des probabilités totales. Un exemple fondamental de système complet d'événements,
c'est la famille constituée de A et A bar, l'événement contraire ou l'événement complémentaire. Quand vous prenez deux événements, donc un événement et son contraire, ils constituent un système complet d'événements, puisqu'on est dans la situation donc, du dessin qui est ici. On a l'univers. À l'intérieur de cet univers, vous avez l'événement A, vous avez l'événement contraire A bar, ou l'événement complémentaire A bar, peu importe. Et ces deux événements vérifient les conditions qui permettent de dire que c'est un SCE, c'est-à-dire que l'intersection des deux A inter A bar, c'est réduit à l'ensemble vide, vous le savez. La réunion des deux, A union A bar, c'est l'univers oméga tout entier. Ça aussi, vous le savez. Finalement, en prenant un tout petit peu de recul, tout ce que l'on a raconté ici, tout ce que l'on a présenté ici comme notions, ce sont des notions que vous connaissiez déjà dans le cadre de la théorie des ensembles. En tout début d'année, on avait expliqué ce qu'était l'intersection de deux parties, la réunion de deux parties, on avait expliqué ce qu'étaient deux parties disjointes à l'intérieur d'un ensemble E. Ici, finalement, ce sont exactement les mêmes notions que l'on reprend, mais à la sauce proba. On parle plus de parties, on parle d'événements, on parle plus d'ensemble, on parle d'univers, on parle plus de parties disjointes, on parle d'événements incompatibles. C'est juste un vocabulaire différent mis sur des notions qui, elles, ne sont pas du tout nouvelles. Donc voilà. Voilà pour cette présentation des généralités, disons, du vocabulaire relatif aux probabilités. C'est-à-dire que dans cette première partie, il n'est pas du tout question de probabilité, on parle juste des ensembles dans lesquels on va travailler. Ces ensembles, ce sont des univers associés à des expériences aléatoires. Et à l'intérieur de ces ensembles, eh bien, on considère des parties qu'on appelle des événements et donc sur lesquels il y a quelques définitions à connaître. Donc voilà pour tous ces termes de vocabulaire. Alors, tous ces termes de vocabulaire, il faut les connaître. J'insiste, il faut vraiment bien les connaître parce que si vous ne les connaissez pas, encore une fois, vous aurez du mal à faire des probas. Donc voilà pour cette première partie. Alors cette première partie, elle correspond à la première page, la page 2, et puis presque la page 3. En fait, il y a aussi tout un tas de choses que vous connaissez dans la suite du PDF, c'est-à-dire tout ce qui concerne les opérations sur les événements. Ce sont des notions que vous connaissiez déjà sur les ensembles, donc opération sur les événements, opération sur les événements. Alors en fait, sur les événements, on peut faire les mêmes opérations que sur les parties d'un ensemble. C'est-à-dire quand vous prenez deux événements A et B, donc qui sont deux parties d'un certain univers oméga, vous pouvez définir l'événement A et B, A inter B. Bon, l'événement A inter B, c'est l'événement qui est réalisé si et seulement si A et B le sont simultanément. Bon, ça c'est la première chose. Vous pouvez définir l'événement A ou B, A union B. C'est l'événement qui est réalisé si et seulement si l'un au moins des deux événements A ou B l'est. Vous pouvez définir l'événement A bar. On en a déjà parlé, et on en a déjà parlé parce que je sais que vous connaissez déjà cette notion, c'est pour ça que je me suis permis d'en parler avant. L'événement A bar, c'est l'événement contraire ou complémentaire de l'événement A, et c'est celui qui est réalisé si et seulement si A ne l'est pas. Bon. Donc voilà pour ces définitions, et puis une fois qu'on a ces définitions, on a tout un tas de propriétés. Donc c'est toutes les propriétés qui sont à la page 4 de votre PDF, et qui sont des propriétés qu'on connaissait déjà dans le cadre des ensembles, c'est-à-dire que A inter A bar, c'est l'ensemble vide. A union A bar, c'est oméga tout entier. Ça, c'est deux propriétés qu'on avait déjà vues. Alors, c'était au mois de septembre. Souvenez-vous bien, c'était au mois de septembre. A inter A bar, c'est l'ensemble vide. Ça veut dire qu'une propriété et son contraire ne peuvent pas être vrais simultanément. Ça, c'est, allez, vous avez 5 secondes pour retrouver, c'est le principe de non-contradiction. Et le deuxième, c'est A ou A bar est vrai, c'est le principe du tiers exclu. Donc ça, c'est les propriétés qu'on avait déjà vues, mais on ne l'avait pas vu à la sauce proba, on l'avait vu à la sauce ensemble. Dans la série, les propriétés qu'on avait déjà vues sur ce thème-là, si vous rajoutez un troisième événement, c'est vous avez A inter
B union C, par exemple, disons, qui est A inter B union A inter C. Et cette propriété-là, c'est la propriété qu'on appelle la distributivité de l'intersection par rapport à la réunion, qu'on avait établi, alors qu'on avait établi à l'époque, c'était avec l'opérateur logique et l'opérateur logique OU. Et donc ça, on l'avait établi dans le cadre des opérations sur les assertions logiques, sur les propositions mathématiques. Je ne vais pas toutes les réécrire parce que vous avez vu, il y en a une quantité absolument incroyable. Juste, allez, une dernière pour la route parce qu'on ne s'en lasse pas quand même, c'est tellement joli. Vous avez encore une fois une dizaine de secondes pour retrouver quelle est la formule qui donne l'événement complémentaire, l'événement contraire de A inter B. A inter B, le tout bar. Eh bien, si tout va bien, vous avez dû trouver dans votre tête que c'est A bar union B bar. Et ceci, c'est une règle de négation, c'est une des deux lois de Morgan. Loi de Morgan. Et que l'on avait là aussi lu dans le cadre de la théorie des ensembles. Donc, ces propriétés-là, donc c'est toutes celles qui sont au milieu de la page 4 dans votre PDF. Donc, pas la peine pas la peine que vous les appreniez parce que vous les savez déjà. Si vous ne les savez pas, oui, si, bien sûr, oui, il faut les apprendre. Mais sinon, vous les connaissez déjà, essentiellement, d'accord? C'est juste, encore une fois, que le vocabulaire associé est différent. Donc voilà pour ceci, et voilà pour ces généralités sur les événements et les univers. Alors maintenant, on rentre plus dans le vif du sujet avec la définition de probabilité. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'une probabilité? Et en fait, cette fois-ci, vous allez avoir une définition, donc définition de probabilité, qui va être nouvelle, que vous connaissez certainement pas sous cette forme-là, c'est-à-dire que vous avez calculé des probabilités en général dans des situations où on vous donnait ces probabilités et puis on vous donnait des règles pour pouvoir les calculer. Alors nous, on va prendre un peu de recul par rapport à ça et on va définir ce qu'est une probabilité. Donc la définition, c'est la chose suivante. On travaille toujours, et je ne vais pas le rementionner peut-être par la suite, mais on travaillera toujours avec un ensemble, oméga, qui est l'univers associé à une certaine expérience aléatoire, et ce qu'on appelle une probabilité sur oméga, donc probabilité sur oméga, et bien en fait, c'est une application, et cette application, elle va de l'ensemble des événements, de l'ensemble des parties de oméga, vers l'intervalle 0,1. Vous savez que la probabilité d'un événement est toujours un nombre qui est positif d'une part, et puis qui est plus petit que 1 d'autre part. Et donc à toute partie de oméga, à tout élément de P de oméga, c'est-à-dire à toute partie de oméga, à tout événement, on associe un certain réel compris entre 0 et 1, qu'on va écrire P de A et qu'on appellera probabilité de A, une fois qu'on aura défini ce qu'est une probabilité. Donc c'est une application donc, qui va de P oméga dans 0 à 1 et qui vérifie deux conditions. La première des deux conditions, c'est que vous savez que dans P de oméga, il y a un ensemble particulier qui est oméga tout entier. La probabilité de oméga, c'est-à-dire la probabilité de l'événement certain, on va poser que c'est égal à 1. Et la deuxième condition qu'on va poser, c'est que si on prend deux événements qui sont disjoints, donc on prend A et B, deux événements disjoints, donc on est dans la situation où on a oméga et à l'intérieur on a deux événements disjoints, A et B, eh bien ce que l'on attend d'une probabilité, c'est que la probabilité de la réunion de ces deux événements, la probabilité de A union B, s'ils sont disjoints, on attend que ce soit P de A plus P de B. La probabilité que A soit réalisé plus la probabilité que B soit réalisé. P de A plus P de B. Donc voilà une définition qu'il est très important de connaître. Donc ce qu'on appelle une probabilité
sur l'ensemble oméga, c'est une application. Une application qui, à tout élément de P de oméga, c'est-à-dire à tout événement, va associer un réel compris entre 0 et 1, et qui va vérifier deux conditions. L'image de oméga par l'application P est égale à 1. Ça traduira la probabilité de l'événement certain est égale à 1. C'est assez raisonnable. Deuxième condition, si A et B sont deux événements disjoints, alors la probabilité de l'union, c'est la somme de ces probabilités. D'accord? Donc voilà pour la définition de ce qu'est une probabilité. Ok? Donc retenez bien ça, hein, d'accord? Vous ne pouvez pas dire je ne sais pas ce qu'est une probabilité. Si, voilà la définition, et cette définition, il faut absolument la connaître. Je insiste. Bon, je pense que j'ai assez insisté maintenant. Alors, ce qui est très cool, c'est qu'avec cette définition de probabilité, eh ben, on est capable de démontrer les autres formules de probabilité que vous connaissez. Et alors, peut-être qu'on ne va pas toutes les faire, il ne faut pas être trop gourmand, mais on obtient comme conséquence immédiate de la définition de probabilité les propriétés qui sont en dessous. Alors, je suis désolé, je galère un peu avec le tableau, mais c'est pas grave, ça va aller. Alors c'est bien parce que les cours en vidéo, en général, c'est des cours où je fais un peu de gym. Voilà. Alors j'espère que vous n'avez pas oublié ce qu'on vient de dire il y a 15 secondes. Parce que il va falloir s'en souvenir pour ces propriétés. Propriété d'une probabilité. Alors, on considère une probabilité, donc on considère P. Alors, je vais rappeler quand même ce que c'est ici. Donc, une application qui va de l'ensemble des parties de l'univers oméga vers 0,1 et qui est donc une probabilité. Donc, qui vérifie les deux conditions. Vous vous souvenez de tout à l'heure, P de oméga, l'image de oméga par P, c'est 1. Et P de A union B, c'est P de A plus P de B, si A et B sont disjoints. Alors, on a, premièrement, peut-être ça. La probabilité de l'événement impossible, c'est 0. Mais c'est pas une définition, ou c'est pas quelque chose qui est intuitif. C'est une conséquence de la définition de ce qu'est une probabilité. Deuxièmement, quel que soit, je vais pas mettre de quantificateur ici au tableau juste pour gagner de la place. Quel que soit l'événement A que vous considériez, la probabilité de l'événement contraire, P de A bar, c'est 1 moins P de A. Et puis, pour terminer, il y a la fameuse formule que vous connaissez sans doute très bien, la probabilité de A union B. Eh bien, si on suppose rien sur les événements A et B, si on ne suppose pas qu'ils sont disjoints, c'est la probabilité de A plus la probabilité de B. Mais entre nous, si vous faites ça, vous comptez en quelque sorte deux fois la probabilité de l'intersection, donc il faut la retirer une fois. C'est comme pour le cardinal, vous savez, donc moins P de A inter B. Alors, deux choses à vous dire avant de commencer la preuve. Alors, premièrement, la preuve est à connaître. Deuxièmement, la preuve, en fait, il y a 3 points à prouver. Le premier est une conséquence du second. Et le troisième, c'est exactement la même démonstration que celle que l'on a faite dans le cadre des ensembles finis lorsqu'on a démontré que le cardinal de A union B, c'est le cardinal de A plus le cardinal de B moins le cardinal de A inter B. Donc pour la preuve du point numéro 3, elle est dans le PDF, bien sûr. Mais je vous renvoie à la preuve de la propriété analogue sur les ensembles finis, parce que vous reprenez la même preuve, et à la place de cardinal, partout, vous mettez P. Et puis c'est terminé. Et c'est la même chose, d'accord? Donc ici, je vais juste vous expliquer, disons, la deuxième, comme ça vous aurez compris le principe. Donc on considère un événement, A, et puis son événement complémentaire, l'événement contraire, A bar. Alors on sait deux choses. On sait que A union A bar, c'est oméga tout entier. Ça, c'est la première relation. Et puis, par ailleurs, on sait que A inter A bar,
c'est puissant, hein. On sait que A1 terabar, c'est l'ensemble vide. Ça, c'est la deuxième relation. Et je vous rappelle, on revient quelques instants en arrière, ces deux conditions mises ensemble permettent de dire que A à bar, la famille constituée de ces deux événements-là, est un SCE, un système complet d'événements. Alors ici, on n'a pas besoin de savoir que ça s'appelle comme ça, on a juste besoin d'avoir ces deux propriétés en même temps. De la première, on va déduire que P de A union A bar, c'est égal à 1 par définition de probabilité, parce que P est une probabilité, A union A bar, c'est oméga tout entier, donc P de A union A bar, c'est la même chose que P de oméga, mais P de oméga est égal à 1 par définition de ce qu'est une probabilité. Et puis d'autre part, toujours par définition de ce qu'est une probabilité, comme les événements A et A bar sont disjoints, la probabilité de la réunion, c'est la somme des deux probabilités, c'est P de A plus P de A bar. Et cette égalité-là, hein, ce passage-là, est fourni par la définition de probabilité, encore une fois, d'accord, parce que A et A bar sont disjoints. Donc P de A plus P de A bar est égal à 1, ce qui signifie ce qu'on veut, du coup, en isolant P de A bar, on obtient P de A bar égale 1 moins P de A. Donc voilà pour la preuve du point numéro 2. La preuve du point numéro 3, elle se fait de la même façon, en fait, et encore une fois, c'est écrit dans le PDF, et puis c'est la même preuve que pour la formule analogue avec les cardinaux. Donc voilà pour ceci. Dans la suite des événements, ça commence à être difficile. Alors attendez, bougez pas, j'ai un produit magique qui va me permettre de m'en sortir, si tout va bien. J'espère. Juste 30 secondes, hein. Faut pas m'en vouloir. J'arrive, tout va bien. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Dans la suite des événements, en fait, ce que vous avez besoin de savoir, c'est de considérations pratiques pour l'instant sur le moyen qu'on a de définir une probabilité. Ah, ça résiste. Je suis à vous dans 10 secondes. Hein. Voilà, ça va un peu mieux comme ça. Bon. Et donc dans la suite du PDF, ce qu'il faut savoir tout d'abord, c'est que ce que l'on considère, et ce que l'on considérera toujours cette année, c'est l'univers d'une expérience aléatoire qui est fini. C'est-à-dire que oméga, pour nous, sera toujours un ensemble fini dans lequel vous avez des issues, et ces issues, c'est oméga 1, et ainsi de suite, jusqu'à oméga n. Exemple, lancer de dés, exemple, lancer de pièces, où vous avez pile ou face, enfin bref, il y aura toujours un nombre fini d'éventualités, un nombre fini d'issues. Et ce que vous savez, quand vous étiez petit, ce que l'on vous demandait de faire, c'était souvent donc de mettre les issues possibles, les différents résultats possibles, donc oméga 1 et ainsi de suite jusqu'à oméga n, et puis en dessous de mettre les probabilités correspondantes, les probabilités P1 jusqu'à Pn. Et ce que vous saviez sans doute, lorsqu'on vous demandait de remplir un tel tableau, et souvent de déterminer les valeurs de P1, Pn, ce que vous saviez, vous aviez un point qui vous permettait de savoir que vous n'aviez pas fait d'erreur, c'est que la somme de ces probabilités, P1 plus P2 plus Pn, c'est égal à 1. Et donc, ce que raconte en fait la propriété, alors c'est la propriété 4 qui est à la page 5 dans votre PDF, ce que raconte la propriété, c'est que en fait, à partir du moment où on a une expérience aléatoire donc qui mène à un nombre fini d'issues, on peut définir une probabilité sur oméga, sur l'univers de cette expérience aléatoire, en associant à chacune des issues une certaine probabilité, c'est-à-dire un certain réel TI compris entre 0 et 1, de telle sorte que la somme de tous les PI soit égale à 1. Et à partir du moment où vous avez fixé la valeur de P1, de P2, de Pn, la probabilité
est définie de manière unique, c'est-à-dire que quel que soit l'événement que vous allez considérer, si par exemple votre événement A, c'est l'événement qui est constitué des deux résultats oméga 1 et oméga 2, bah, la probabilité de cet événement, c'est la probabilité de oméga 1 plus la probabilité de oméga 2, donc c'est P1 plus P2. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où vous connaissez les probabilités de chacun des événements élémentaires, la probabilité de chacune des issues, pour faire court, la valeur de chacun des PI, vous avez complètement défini votre probabilité sur l'univers oméga. Donc c'est ça ce que raconte la propriété un peu technique, là, la propriété 4 qui est à la page 5. Vous pouvez, cette propriété-là, en attendant l'an prochain, vous pouvez la laisser de côté. Finalement, vous avez juste à retenir le côté pratique de cette propriété. Le côté pratique, c'est celui que je viens de vous rappeler ici. Quand vous remplissez un tel tableau, la somme des pays est égale à 1. Donc voilà pour ceci. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas cette situation. Pardon, j'arrive. Donc ça va être un peu lourdingue, mais bon, c'est pas grave. On le saura. Il y aura toujours 10 secondes de décalage entre le moment où je veux vous parler et puis le moment où je peux écrire pratiquement sur le tableau. Il y a un cas particulier à connaître pour les valeurs des P1, Pn. C'est lorsque l'on est dans la situation qui est appelée la situation d'équiprobabilité. Alors la situation d'équiprobabilité, c'est celle que l'on rencontre quand vous avez une expérience aléatoire où chacune des issues a la même probabilité de se produire, c'est-à-dire que chacun des PI, pour reprendre l'exemple précédent, est égal à 1 sur n. D'accord ? Il y a n issues possibles dans cette expérience aléatoire. Lorsque chacune des issues a la même probabilité de se produire, évidemment, cette probabilité, elle est égale à 1 sur n, et dans ce cas-là, on dit qu'on est dans la situation d'équiprobabilité. La situation d'équiprobabilité, c'est celle que vous rencontrez lorsque vous lancez un dé bien équilibré, vous lancez une pièce de monnaie qui n'est pas truquée, auquel cas la probabilité d'obtenir pile ou face est égale à 1,5. Donc voilà. Bon. Alors ça, c'est la situation la plus courante, et c'est celle que l'on rencontrera dans la plupart des exercices où on vous demandera de faire des calculs. Donc voilà pour ceci. Bon, donc voilà pour ces généralités. Alors, on fait juste un rapide résumé de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Tout d'abord, la première partie, c'est du vocabulaire, donc vous vous souvenez, événements, univers, etc. Donc ça, c'est du vocabulaire à connaître. La deuxième partie, c'est la définition de probabilité. Alors attention, bien retenir la définition avec les deux conditions. Conséquence de la définition, toutes les propriétés que vous connaissez déjà. P2A bar, c'est 1 moins P2A, P2A union B, c'est tout ce qui va bien. Et enfin, dernière chose, une probabilité, d'accord, ok, c'est une application qui va de P2 oméga dans 0,1, etc. Mais il y en a une particulière qu'il faut connaître, c'est celle qui caractérise ce que l'on appelle la situation d'équiprobabilité, donc celle où chaque issue a la probabilité 1 sur n de se produire, n désignant le cardinal de l'univers oméga. Et voilà pour ceci. Bon, ça fait pas mal de rappels, tout ça, ça fait pas mal de rappels. Et maintenant, passons aux choses sérieuses. Les choses sérieuses, c'est débute avec ce que l'on appelle la formule, une magnifique formule qui est la formule des probabilités totales. Et en fait, en proba, il n'y a pas grand-chose à connaître finalement. Alors, c'est vite dit, il n'y a pas grand-chose à connaître à partir du moment où on connaît tout le vocabulaire, ce qui fait déjà pas mal. La définition de probabilité et la formule des probabilités totales. Formule des probabilités totales. Je l'abrège ici au tableau. Je mets simplement FPT, d'accord, pour formule des probabilités totales. Une formule importantissime. Je vais mettre un cœur à côté. C'est une formule importantissime en pratique. Donc, il faut vraiment bien connaître voilà, les conditions d'application et puis bien avoir compris cette formule-là. Ce que ça raconte, c'est la chose suivante. Donc, je vous ai expliqué, on se place toujours dans le cadre d'une expérience aléatoire dont on note oméga l'univers et on considère un système complet d'événements, donc A1, AN, un SCE,
Et puis, donc ça, ce sont les hypothèses que l'on a, et on considère un événement qu'on va appeler, je sais pas comment vous voulez l'appeler, B, tiens, pour changer du PDF, d'ailleurs, c'est peut-être pas B, un événement. Et ce que raconte la formule des probabilités totales, c'est que la probabilité de B, c'est la somme des probabilités de B inter à I. Alors, P de B, c'est la somme pour I allant de 1 à n des probabilités de B inter à I. Voilà ce qu'est la formule des probabilités totales. Voilà ce qu'est la formule des probabilités totales. P de B, c'est la somme pour I allant de 1 à n des P de B inter à I. Alors évidemment, vous voyez, si vous l'écrivez comme ça, il y a moyen, il y a vraiment moyen que vous n'y compreniez rien, mais rien du tout. Alors en fait, pour retenir ça, et pour comprendre ça, et pour savoir retrouver le truc qui est ici, rapidement, il faut avoir un dessin en tête. Et le dessin est le suivant. Vous prenez une grosse patate. Cette patate, c'est l'univers oméga. À l'intérieur, vous avez un système complet d'événements, c'est-à-dire, vous vous souvenez, vous avez des événements, donc des parties de oméga, qui sont 2 à 2 disjointes. Donc ça veut dire, ben voilà, elles ne se marchent pas sur les pieds, leur intersection à 2 d'entre elles est réduite à l'ensemble vide, et elles recouvrent tout oméga, c'est-à-dire que leur réunion, c'est oméga tout entier. D'accord? Donc ça traduit les 2 premières lignes là, des hypothèses. On a un univers, oméga, et on a A1, AN, qui est un système complet d'événements de cet univers. Bon, alors maintenant, je vais prendre une autre couleur, si tout va bien. J'ai oublié de vérifier si ça marche. Ah, super. On prend un événement, B. Comme ça. Voilà B. D'accord? B, c'est un événement quelconque. Il n'a aucune raison d'être égal à l'un des AI. Hein, d'accord? C'est un événement quelconque. Ça va? Vous le voyez assez bien? J'espère que vous le voyez assez bien. Bon. Ce que raconte la formule, c'est que la probabilité de l'événement B, c'est la somme des probabilités de tous les petits morceaux que l'on obtient en regardant l'intersection de B avec chacun des AI. Vous regardez B inter à 1. D'accord? La probabilité de B inter à 1, c'est la probabilité de ce petit morceau. Vous regardez B inter à 2. La probabilité de B inter à 2, c'est la probabilité de ce petit morceau. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Est-ce que ça va? Du coup, la probabilité de B tout entier, la probabilité de gros événements B, eh bien, c'est la somme des probabilités de tous les petits morceaux. P de B inter à 1, P de B inter à 2, P de B inter à 3, P de B inter à N. D'accord? Ça va? Du coup, sur le dessin, c'est très clair. À la limite, tiens, on fera le dessin, on pourrait dire, oh, quelle jolie preuve! Quelle jolie preuve! Bon, alors sauf que vous le savez, un dessin, c'est pas une preuve, mais là, le dessin, je vous conseille vraiment je sais pas à quel point je peux vous le conseiller fortement, mais faites-le pour retrouver la formule. C'est-à-dire, si vous écrivez la formule des probabilités totales, faites le dessin avant d'écrire l'énoncé. Pour moi, l'énoncé est très clair, très facile à retrouver, parce que j'ai ce dessin en tête, vous comprenez? C'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête pour retrouver la formule. Bon, alors maintenant, une fois qu'on a la formule et le dessin, eh ben, expliquer la démo, c'est pas mal, parce que c'est justement une démo clé de ce chapitre de probabilité tout court. Donc voilà la preuve de cette formule des probabilités totales. Donc allons-y. Et ça finalement achèvera le cours d'aujourd'hui. Peut-être un petit exemple d'application quand même. Ça sera pas mal, mais en attendant, preuve. Donc allons-y. Preuve de la FPT. Preuve de la FPT. Donc la situation, c'est on a A1, AN, une famille d'événements qui constitue un système complet d'événements de oméga, de l'expérience aléatoire, enfin de l'univers associé à l'expérience aléatoire. Et on a B, qui est une partie de oméga, donc qui est un certain événement. Ça, ce sont les 2 hypothèses que l'on a. Hypothèse. Ces 2 hypothèses, elles se traduisent de la manière suivante. Je ne mets pas de quantificateur, mais le cœur y est, vous serez capable de comprendre. Si I est différent de J, ça implique que AI inter AJ, c'est égal à l'ensemble vide. Pourquoi? Parce que on a un SCE
Donc les événements sont 2 à 2 disjoints. Quand vous en prenez 2 distincts dans la famille, 2 AI et AJ distincts dans la famille, leur intersection est réduite à l'ensemble vide. Ça, c'est la première hypothèse dans la définition de SCE. La deuxième hypothèse dans la définition de SCE, c'est que la réunion de tous, A1, union A2, union AN, c'est égal à oméga tout entier, ce que l'on peut écrire, sans pointiller, union pour I allant de 1 à N des AI est égal à oméga. Voilà ce que l'on a. Ça, ce sont nos hypothèses. Maintenant, on part d'une observation, l'observation clé, vous allez voir l'observation clé, attention, approchez-vous, c'est que l'événement B, c'est exactement la même chose que B inter oméga. Ouh, ça déchire quand même. Bon, alors, voilà pourquoi vous avez oméga qui est votre gros univers, à l'intérieur vous avez B. Bah B, c'est la même chose que B inter oméga pour la bonne raison que B est contenu dans oméga. Bon, ok, d'accord, ça va pas chercher très loin comme remarque, sauf que c'est le point de départ, en fait, c'est l'astuce du feu de Dieu pour cette preuve-là. Ici, on va remplacer oméga très judicieusement par ceci. Donc, du coup, B, c'est la même chose que B inter la réunion pour I allant de 1 à N des AI. C'est-à-dire que B, c'est la même chose que B inter, entre parenthèses, A1, union A2, union AN. On a une intersection, on a une réunion, on utilise la distributivité de l'intersection par rapport à la réunion pour dire que cette chose-là, c'est la même chose que, si vous l'écrivez avec des pointillés, B inter A1, inter A1, union B inter A2, union, etc., etc., etc. D'accord? Donc, c'est-à-dire, sans petit point, plus rigoureusement, B inter la réunion, c'est la réunion pour I allant de 1 à N des B inter AI. D'accord? Ça va ça? C'est bon? Donc ça, c'est juste l'écriture sans petit point de ce qu'on a fait ici avec des petits points. Et pour pouvoir passer de ceci à ceci, on a utilisé la distributivité de l'intersection par rapport à la réunion. Qu'est-ce qu'on en déduit? Ce qu'on en déduit, c'est que P de B, donc c'est la probabilité de cette réunion. Donc c'est la probabilité pour I, de l'union pour I allant de 1 jusqu'à N des B inter AI. Hop là, on a ça. Zou. D'accord? Alors ici, en fait, ce que l'on a fait en remplaçant B par cette union, c'est qu'on a remplacé B par la réunion des tout petits morceaux, vous savez, des petits morceaux qui constituaient B tout à l'heure sur le dessin, c'est-à-dire de B inter A1, B inter A2, et ainsi de suite. Bon, maintenant, on a fini, on a quasiment fini. Alors je suis désolé, j'efface ce qui est au-dessus pour me laisser un peu de place pour la conclusion. Hop là. Ce que l'on a obtenu donc pour P de B, bah, c'est la probabilité d'une union. C'est ce qui est écrit tout en bas. Mais les événements B inter A1, B inter A2, etc., ils sont 2 à 2 disjoints. Donc, or, quand vous prenez B inter AI et B inter AJ, avec I différentes J évidemment, c'est-à-dire quand vous considérez deux événements choisis parmi ceux-là, donc B inter A1 et B inter A2 par exemple, B inter AI et B inter AJ d'une manière générale, ces deux événements-là sont disjoints. Pourquoi? Bah, parce que ceci, c'est la même chose que... Alors, vous avez l'associativité, donc vous pouvez mettre les parenthèses où vous voulez. Vous avez la commutativité pour l'intersection, donc vous pouvez faire passer B en premier. Donc vous avez B inter B. Bon bah ok, ça fait B, juste. Inter, AI, inter, AJ. Or, ceci, AI inter AJ, c'est égal à l'ensemble vide, par hypothèse, puisque la famille A1 AN est un système complet d'événements. Donc les événements AI sont 2 à 2 disjoints. AI et AJ sont 2 à 2 disjoints. D'accord? Donc du coup, on a B inter l'ensemble vide. Et ça, c'est l'ensemble vide. Oh.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces événements-là sont disjoints. Disjoints. B inter A I et B inter A J sont disjoints. Donc, l'union qui est ici, c'est une union d'événements qui sont 2 à 2 disjoints. Puisque c'est une union d'événements disjoints, eh bien, par définition de probabilité, la probabilité de l'union, c'est la somme des probas. Du coup, on en déduit que la probabilité de B, c'est la somme pour I allant de 1 jusqu'à N des probabilités de B inter AI. D'accord? Donc voilà pour ceci, voilà pour cette formule des probabilités totales. Et donc cette relation traduit ce que l'on avait illustré tout à l'heure sur le dessin. La probabilité de l'événement B, c'est la somme des probabilités de tous les petits morceaux, on est entre nous, hein, de tous les petits morceaux que l'on obtient en regardant l'intersection de B avec chacun des événements A1 à N. Voilà pour la formule des probabilités totales. Alors en fait, cette formule des probabilités totales, donc comme je vous l'ai dit, est très importante et elle est très importante à connaître dans un cas particulier. Il ne vous a pas échappé qu'un système, un système complet d'événements particuliers, celui que j'ai appelé fondamental tout à l'heure, c'est le système constitué d'un événement et de son complémentaire, d'un événement A et de son complémentaire, A bar, et du coup, un cas particulier de l'application de la formule des probabilités totales, ça va être dans ce cadre-là. Donc c'est pour ça que j'ai mis dans le PDF un corollaire, qui est un corollaire donc important à connaître. Donc corollaire, donc toujours dans le même cadre. Hein. Alors je remets pas le contexte. Donc on a oméga l'univers d'une expérience aléatoire. On considère A qui est dans P de oméga, B un deuxième événement dans P de oméga. Eh bien on a la probabilité de l'événement B, c'est la probabilité de B inter A plus la probabilité de B inter A bar. Voilà pour ceci. Et ceci provient simplement du fait, donc la démonstration, c'est qu'on applique la formule, donc la preuve de ce truc-là, c'est on applique la formule des probabilités totales avec comme système complet d'événements le système qui est constitué des événements A et A bar. D'accord? Donc on écrit ce que c'est. Donc la probabilité de B, c'est le terme de gauche dans la formule de probabilité totale, c'est la somme des P de B inter AI, ouais, sauf que les AI ici c'est juste A et A bar, donc c'est la somme de deux probabilités, P de B inter A plus P de B inter A bar. Encore une fois, sur un dessin, parce que ce serait vachement dommage de s'en priver, quoi. Vous avez oméga, vous avez A, vous avez son événement complémentaire, et vous avez un événement B. Et ce que raconte la formule des probabilités totales dans ce contexte-là, c'est que la probabilité de B, c'est la probabilité de B inter A, la probabilité du morceau de gauche, si j'ose dire, plus la probabilité de B inter A bar, la probabilité du morceau de droite. Donc voilà ce que je voulais vous expliquer pour aujourd'hui. C'est-à-dire donc cette formule des probabilités totales en particulier, qui était le gros morceau, parce que tout le reste c'est du vocabulaire. Bon, à part la définition de proba, mais tout le reste c'est du vocabulaire. Alors évidemment, ce qu'il vous faut faire maintenant, ce sont des applications de cette formule des probabilités totales. Il y en a quelques-unes dans le PDF, mais qui sont un tout petit peu plus loin, donc vous serez plus à même de les comprendre après le cours de demain, après le prochain cours. Je n'ai pas encore fini la rédaction de la feuille d'exo, enfin plutôt la mise en forme de la feuille d'exo. Ça, je vais vous l'envoyer cet après-midi. Alors je regarde là, il est 1h à peu près, donc je vais vous l'envoyer cet après-midi, dans le courant de l'après-midi. Donc vous aurez quelques exercices pour vous entraîner sur cette formule, mais essentiellement, pour l'instant, les exercices d'application de la formule des probabilités totales, ce sont des applications que vous avez déjà vues l'an dernier. Donc, bon, vous pouvez même reprendre sans doute des exercices de l'an dernier sur ce thème-là. Quoi qu'il en soit, donc, je vous enverrai la feuille d'exercice cet après-midi. Vous pourrez un peu vous entraîner dessus. Et au niveau pratique, donc, commencez tout d'abord par bosser ce premier cours. Ensuite, n'hésitez pas à me poser des questions. Alors, comme
aujourd'hui c'est un peu décalé par rapport à ce qui sera la règle dans la suite, euh, n'hésitez pas à me poser des questions cet après-midi. Je tâcherai d'être super dispo. Alors, même si vous savez, ici c'est un peu compliqué aussi parce que je dois faire l'école à la maison, je dois faire des tas de trucs. Bon. Donc, mais en tout cas, je tâcherai de répondre le plus vite possible. Et puis à partir de demain, on reprend donc l'organisation que je vous avais décrite dans le message d'hier, c'est-à-dire vous posterez la vidéo et vous l'aurez à 9h du matin au plus tard. Et de 9h à midi, bah, je serai systématiquement avec mon ordinateur devant moi pour répondre à vos questions. J'espère avoir été relativement clair, j'espère ne pas vous avoir trop assommé avec tout ça. Quoi qu'il en soit, si vous avez des remarques, des questions, des suggestions, tout ce que vous voulez, à partir du moment où c'est général, euh, posez-moi ces questions s'il vous plaît sur le forum, sur le salon de discussion de Discord. Si c'est des questions qui sont plus personnelles, bah, n'hésitez pas à me les envoyer par mail. Je vous souhaite une bonne suite de journée. J'espère avoir de vos nouvelles bientôt. Et quoi qu'il en soit, à demain pour la suite de ces aventures dans le cours de probabilité. À demain au plus tard, en tout cas. Au revoir.